Dans cet amphithéâtre, un certain nombre d'entre vous ont visité les fermes bio et ont préparé des exposés. Donc il y aura 4 exposés qui vont se dérouler dans cet amphithéâtre. En parallèle, il y a également un forum des métiers. Donc vous allez, pour ceux qui le souhaitent, sortir de l'amphi et vous diriger vers le foyer qui se trouve de ce côté-ci, dans lequel vous allez retrouver un ensemble d'acteurs de l'emploi en région et également des témoignages tout au long de la journée. Il va y avoir une quinzaine de témoins de différents métiers et ils vous partageront du coup ces métiers. C'est l'occasion pour vous de les questionner, d'échanger avec eux sur leurs activités, ainsi que les formations adaptées avec la DRAF qui aura un stand dédié représentant l'ensemble des familles de l'enseignement agricole pour aussi eh bien, choisir les formations adaptées aux métiers qui seront présentés. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et merci encore pour votre participation. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Mathieu, je suis à l'Institut de Venay, donc en première stage. Bonjour, Nathan Speckstadt, en première stage aussi. Bonjour, Camille Macron, première stage. Donc nous allons vous présenter la SEA de la ferme de Brie que nous avons visitée le 29 octobre dernier. Donc on a rencontré des membres de la Chambre d'agriculture qui nous ont parlé des cultures innovantes. Donc nous avons parlé en l'occurrence ici du pois chiche. Depuis quelques années, le monde subit une évolution. Depuis quelques années, le monde subit une évolution du climat qui provoque une hausse de la température. Du coup, le défi pour les agriculteurs français, c'est de trouver une culture qui s'adapte aux nouvelles conditions, notamment la sécheresse. Et puis, du coup, cette évolution va avoir une remontée des cultures du sud vers le nord de la France. Après, il y a aussi une évolution des attentes des Français vis-à-vis de leur consommation. Pour répondre à ces attentes, il faut réussir à trouver une culture que l'on peut produire dans la région, une culture avec laquelle on va pouvoir substituer une partie de la viande, et surtout une culture qui va s'adapter à une conduite en agriculture biologique. Le 21 octobre 2021, nous avons eu la chance de rencontrer Emmanuel Voronoff dans son exploitation qui est la SEA de la ferme de Brie, à Brie dans l'Aisne. Monsieur Voronoff nous a présenté son exploitation, qui est une exploitation de polyculture élevage bovin en agriculture biologique, et nous a expliqué que son système de rotation de culture est long et diversifié. Suite à quoi nous avons participé à des ateliers présentés par des membres de la Chambre d'agriculture qui nous ont présenté l'agriculture biologique, notamment un atelier sur les cultures innovantes, dans lequel nous avons parlé du soja, du sorgho, mais aussi du pois chiche. Donc pourquoi cette culture? Donc déjà, il y a une forte demande depuis 2015, donc il y a de nombreux débouchés. Donc c'est une culture qui est bien adaptée à l'agriculture biologique parce qu'elle nécessite peu d'intrants et il n'y a pas non plus d'investissement spécifique à faire dessus. Donc elle pourrait très bien s'intégrer dans la rotation de l'exploitation. Donc les caractéristiques du pois chiche, donc c'est une culture estivale à cycle court, donc entre 6 et 7 mois, avec un délai de retour de minimum 4 ans. C'est une plante autogame à croissance indéterminée. Elle n'a pas besoin de fertilisation dotée car c'est une légumineuse. Elle est résistante aux bioagresseurs de par ses feuilles qui sécrètent un acide qui les repousse. Le pois chiche possède notamment une racine pivot qui permet de structurer le sol ainsi qu'une résistance à la sécheresse. Structurer le sol grâce à sa racine pivot et limiter les adventices par sa couverture au sol.
La rotation se fait entre des céréales pour alterner les cultures d'automne et de printemps. Et ça va permettre de gérer les adventices. C'est également pour que la céréale suivante profite de l'azote résiduel, parce que le pois chiche n'a pas besoin de beaucoup d'azote. Et donc pour permettre d'allonger la rotation. Il est préférable de cultiver le pois chiche sur un sol non hydromorphe pour ne pas garder l'eau, parce que le pois chiche c'est quand même une culture qui est plutôt des régions du sud. Et donc on va faire une céréale pendant 2 ans, une luzerne pendant 2 ans, on repart avec une céréale et après éventuellement le pois chiche ou une tévrole. Alors, je vais vous présenter la culture du pois chiche. Alors, la culture du pois chiche, elle se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, la mise en place. Le pois chiche nécessite la même préparation du sol que du maïs. Il faut un sol souple, aéré et meuble en surface. Le semis se fait entre mars et avril à l'aide d'un semoir monograine avec un objectif de 650 000 graines par hectare. L'implantation se fait entre 4 et 5 cm de profondeur. La variété la plus présente en France, c'est la Calubie. Elle a une graine assez grosse et puis de couleur blanc-crème. Après la culture, pour le désherbage, on peut utiliser que le désherbage mécanique, notamment avec une herséterie avant la levée et avec une bineuse après pour passer entre les rangs. L'avantage du pois chiche, c'est qu'il ne nécessite pas beaucoup d'azote et il a surtout besoin de phosphore et de potassium. La récolte du pois chiche, pour récolter le pois chiche, il faut d'abord le faucher, puis après on va le laisser sécher quelques jours, et puis après le récolter avec une moissonneuse batteuse. Le rendement du pois chiche est d'environ 10 à 20 quintaux par hectare. La récolte, elle se fait sur un mois, entre le 15 août et le 15 septembre. Et le reste de la plante, on ne récupère que la graine. Et le reste, il va retourner à la terre pour refertiliser le sol. Donc au niveau des débouchés, le pois chiche il est cultivé exclusivement pour l'alimentation humaine, par sa composition intéressante en protéines. Actuellement, la demande elle est de plus en plus importante, mais la surface n'augmente pas forcément de 2020 à 2021. Actuellement, elle est à 23 500 hectares. Son rendement et sa qualité, le pois chiche, il peut diminuer en fonction de l'humidité. Est-ce qu'on peut parler d'une filière labellisée Hauts-de-France? Donc Ternovéo a fait une annonce en juin 2019 avec des contrats sur la production et la structuration des filières qui sont en cours. Et le pois chiche, c'est une culture qui a une forte valeur ajoutée, notamment sec ou sachet ou transformé. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dans le sol, est-ce que pour vous, quel est le rôle un peu du pois chiche dans son rôle de légumineuse? Une légumineuse, c'est une plante qui va capter beaucoup d'azote dans l'air et qui va le restituer au sol à la fin quand on va laisser la plante pour refertiliser le champ. Du coup, après, là, en l'occurrence, le pois chiche, il va aussi structurer le sol pour éviter l'érosion des sols. D'accord. Il y a juste une petite précision par rapport à ça. C'est nous, dans le nord de la France, en fait, les légumineuses, elles n'ont pas tout à fait le rôle les monocultures de capter l'azote de l'air, parce qu'en fait, il y a un manque d'inoculum au niveau des sols. En fait. Je pense qu'il y a sûrement des personnes qui seront mieux l'expliquer que moi, mais voilà, donc c'est le petit point d'attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça rapporte beaucoup niveau argent?
Le pois chiche, ouais, il a quand même une valeur ajoutée qui est quand même forte en sec ou en sachet ou alors transformé. Donc c'est quand même un produit qui est assez intéressant. Moi, je voudrais savoir, en fait, juste à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'une culture est une culture innovante? Une culture, c'est une culture innovante à partir du moment où elle est nouvelle, elle a jamais encore été fort développée dans la région. Comme là, par exemple, le pois chiche, ça commence un peu à remonter, mais ça a toujours été dans le bas de la France. Donc là, c'est nouveau, ça diversifie les rotations. Ma question concerne l'itinéraire technique et la fertilisation. Dans la diapo précédente, j'ai vu que vous apportez des éléments en fertilisation et je me demande comment ça s'inscrit dans la culture bio, ça. Les éléments d'azote dans la culture du pois chiche, ils sont déjà présents dans le sol. Elle ne va pas les utiliser, elle ne va pas appauvrir le sol en azote puisqu'elle n'en a pas besoin. Elle va juste prendre un petit peu de phosphore et de potassium, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'elle va apporter à la fin. Ma question précisément, c'est est-ce que le PDO5 que vous amenez, 30 unités, et K2O, 50 unités, sont des engrais organiques ou vous considérez que c'est dans le sol? Juste, je précise également que Emmanuel est là, au premier rang, donc si jamais vous voulez lui reposer la question, je pense qu'on peut lui poser également. Personnellement, je ne fais pas de pois chiche. Donc, on pose la question. Mais c'est vrai qu'il est important de faire des analyses de sol et de voir ce qu'on a. Mais en principe, si on apporte du compost régulièrement, le sol ne devrait pas être carencé. Il devrait pouvoir le fournir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais juste compléter, là on était aussi dans un système pour répondre à la question avec de l'élevage, donc il y a aussi des apports d'effluents qui peuvent être amenés sur les cultures et qui peuvent amender en termes de phosphore et de potasse et laisser un stock accessible aussi pour cette culture-là. Alors en effet, je reprends un peu parce que nous on avait fait le point sur cette culture qui n'était pas implantée chez M. Voronov, mais parce que ça avait été évoqué, on s'est dit ça peut être intéressant de découvrir justement une nouvelle culture qui n'était pas encore implantée, mais qui commence à avancer. Alors on aurait pu parler d'autres choses. Il y a des lentilles qui se développent, etc. Il y avait le sarrasin dans l'entreprise, il y avait d'autres choses, mais bon, on avait voulu un peu innover avec cette culture-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, on vous remercie pour votre présentation. Juste pour apporter une précision, on a commencé direct sur les présentations. Les étudiants ont également réalisé des thermoscopies. Donc c'est une feuille A4, recto verso, qui présente la forme qu'ils ont d'unité et ce qui a été évoqué pendant la visite. Il y a quelques exemplaires qui ont été imprimés qui sont devant, si vous voulez en prendre à la fin. Elles seront aussi disponibles en PDF après. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas un nombre incalculable. En tout cas, elles sont disponibles juste devant. Donc pour la suite, je vais inviter à nouveau des étudiants de l'Institut de Genève et BTS Production Horticole pour la présentation de la ferme en maraîchage. Bonjour à tous, nous sommes étudiants en BTS Production Horticole à l'Institut de Genève en un an. On a visité la ferme de Bastien Danels à Lederzel et Grande-Sainte. Donc Bastien Danels, c'est des maraîchers bio
Il a 2 exploitations, donc à Grande-Sainte et à Lederzel. Au total, il a 6 hectares de surface agricole utile. Il a 1 hectare dont il est propriétaire à Lederzel, où il fait du 5000 m² de légumes en extérieur et 2500 m² de serre en verre. À Grande-Sainte, il est locataire de 5 hectares où il fait des légumes en extérieur principalement. Il est, donc depuis 2015, il a débuté sa production, d'abord en fleurs coupées, puis en plantes aromatiques et médicinales, en vivaces et en maraîchage conventionnel. En 2017, il a entamé sa conversion au bio. En 2018, il a répondu à un appel à projet de Grande-Sainte pour la location des hectares dont il est aujourd'hui locataire. En 2019, il a entamé la conversion de 2 hectares. Il a commencé la production sur 6000 m² de légumes bio. En 2020, donc, il a commencé à livrer des écoles primaires de Grande-Sainte, commencé la vente à Norabio aussi, et fait des investissements dans la mécanisation de la production maraîchage, et réalisé 80 000 € de chiffre d'affaires. Et depuis septembre 2021, il est adhérent à Norabio. Et pour sa rotation, il n'a pas vraiment de rotation type, il le fait un peu au feeling, comme il dit, mais il respecte tout de même des règles élémentaires. Et il procède à un abonnement en engrais vert. Et voilà. Donc moi je vais plutôt vous expliquer pourquoi est-ce que Bastien Damils il a choisi de faire ses cultures en bio. Donc déjà c'est lié à la situation de la ville de Grande-Sainte qui est très impliquée au niveau de la biodiversité, du développement durable. Ça fait partie en fait d'une des missions de la mairie de proposer des repas 100% bio aux collégiens, aux restaurations scolaires, en école primaire. Et donc, dans ce cadre-là, elle a mis en place des solutions pour répondre à cette problématique. Donc, ça a commencé par l'achat de terres dans la ville de Grande-Sainte auprès d'un ancien maraîcher et producteur de cette ville. Et ensuite, ces terres elles ont été redistribuées à plusieurs producteurs, dont Bastien qui a pu profiter, puisqu'au début, il cultivait seulement sur 1 hectare. Et donc, la particularité, c'est donc qu'ils ont le droit d'exploiter les terres de la ville. Par contre, elles ne leur appartiennent pas, et donc il y a un certain cahier des charges, dont le fait de cultiver en bio. Après, au niveau personnel aussi, donc Bastien, lui, c'est un ingénieur. Il est diplômé en agronomie, je crois, à l'Agrocampus Ouest. Il a fait ses études là-bas, donc il a les connaissances agronomiques et agroécologiques pour mettre en place ce genre de culture-là. Et je pense aussi, de ses revenus, c'est aussi une ambition personnelle, un défi personnel de faire du légume en bio. Nous, en vue des éléments qui ont été présentés par Maël et Lucie, on s'est posé la question de quelles étaient les clés de succès de Bastien. En fait, comment est-ce qu'il a rendu son exploitation rentable en étant pratiquement seul et en étant en agriculture biologique. Donc plus globalement, on a formulé notre questionnement ainsi, comment vivre de sa production maraîchère en agriculture biologique de manière viable et vivable. Donc à la fois sur le plan économique, comment est-ce qu'il est parvenu à être rentable, mais aussi sur le plan humain, comment arrive-t-il à garder une certaine qualité de vie et ne pas se détruire la santé au travail. Donc cette problématique est partagée par de nombreuses personnes qui souhaitent notamment s'installer et commencer à démarrer un projet, dont une partie d'entre nous d'ailleurs. Donc on a souhaité mettre en lumière quelles étaient les stratégies choisies par Bastien pour faire tourner son exploitation. On a relevé trois stratégies principales. Donc, la première, l'optimisation du temps de travail, le choix de la recherche de rentabilité, et la troisième, le choix d'avoir des pratiques durables dans la manière de fertiliser son sol notamment et de protéger les cultures de la concurrence et des ravageurs. Donc pour répondre à ces stratégies, on a relevé plusieurs pratiques marquantes. Et je laisse Renaud. Donc la première pratique, c'est la mécanisation. Donc tout l'argent qui ne va pas dans son salaire, il a choisi d'investir dans de nombreuses machines. Ah oui, pardon, vous m'avez entendu.
Donc il possède un tracteur, une charrue, une machine à bêcher, une herse, un rotorator, une hersétrie, une arracheuse à poireaux, une bineuse, un semoir, un dérouleur de bêche, un butoir à pommes de terre, une arracheuse à pommes de terre. Et il a aussi un robot, donc c'est la photo au milieu en bas. Donc c'est un robot qui sème, qui enregistre les lignes où il a semé et ça bine ensuite entre les cultures. Donc tout ça permet de lui optimiser le temps de travail et de gagner en rentabilité. Donc par exemple le robot désherbe en même temps que lui, donc ça lui fait gagner 5h30 par semaine par exemple. Donc tout ce matériel-là, il a acheté principalement neuf, mais aussi d'occasion. Il a eu des aides de la région et de l'Europe aussi. C'est dans le cadre d'une politique pour inciter les producteurs à réduire leur consommation de produits phytosanitaires. Une seconde pratique qu'on a relevée pour répondre à ces objectifs de rentabilité et de gain de temps, ça a été d'élaborer une stratégie commerciale qui permet à la fois de limiter les temps dédiés à la vente et de limiter aussi ses déplacements et ses temps de livraison. Donc par exemple, au lieu de faire 3 marchés par semaine comme il le faisait au départ, il a choisi d'en faire plus qu'un seul, donc le plus grand. Sinon, le reste du temps, il a quelques créneaux où les gens peuvent venir directement chez lui sur un lieu de vente dédié. Donc ça, c'est deux fois par semaine. Et plus globalement, il a choisi de se focaliser principalement sur des commandes de gros volumes. Donc par exemple avec la coopérative Norabio, les restaurateurs, la cantine scolaire. Et donc les camions de livraison viennent directement au niveau de son hangar pour récupérer la marchandise, ce qui permet un gain de temps. Alors du coup, Bastien, il a comme projet de s'agrandir encore. Donc ça lui permettra d'amortir ses investissements et de rentabiliser l'achat de tous ses outils. Donc à long terme, il aimerait bien employer une personne à plein temps. Parce qu'en ce moment, là, il a des saisonniers pendant l'été et des stagiaires. Et donc il a aussi des aides familiales, mais il est principalement seul. Donc le fait d'embaucher quelqu'un, ça lui permettra de diminuer sa charge de travail. Alors, il a choisi de s'appuyer sur le collectif. Ah oui, c'est bon. Donc, ça lui permet de gagner en rentabilité. Donc, il partage certaines charges avec d'autres producteurs. Donc, par exemple, les frigidaires, les infrastructures en commun. Donc, ça lui permet de diviser les frais et de partager les charges avec les autres. Donc il a aussi, pour économiser l'eau, donc il a fait 3 forages. Donc malheureusement, comme il est au bord de la mer, il y en a un qui apporte de l'eau salée, donc il ne peut pas s'en servir. Mais sinon, il a aussi fait des bassins de récupération d'eau. Donc toute l'eau des serres, il peut la récupérer comme ça. Voilà. Une autre pratique qu'on a relevée, c'est le fait d'externaliser certaines de ses tâches. Donc il va utiliser des prestataires, par exemple pour épandre du fumier, ou également pour semer sur butte, parce qu'il n'a pas forcément les outils pour le faire. Et aussi, il standardise la taille de ses parcelles, notamment étant la largeur inter-rang qui est de 75 cm pour lui. Donc ça lui permet d'éviter de faire de nombreux réglages sur ses outils. Donc à chaque fois qu'il change de culture, il garde les mêmes réglages. Donc il a choisi de produire de manière durable. Donc pour ça, il y a plusieurs enjeux. Donc une de ses pratiques, c'est dans sa manière de fertiliser le sol. Donc par exemple, il utilise des engrais verts, du fumier de cheval, des granulés faits par des prestataires, de la fiente de volaille et du compost. Donc tout ça, c'est dans le cadre de l'agriculture biologique. Pour la conversion bio, en 2014, début de la conversion bio avec 15 hectares.
2015, la totalité de l'exploitation passe en bio. 2018, exploitation 100% bio. Et en 2021, M. Delis part à la retraite et son fils lui succédera. Je vais... toujours en bon, en fait. Alors, la ferme se trouve sur une zone de captage d'eau, d'où le PO. C'est une des plus grandes zones phréatiques de France qui alimente le Grand Lille. Et grâce à cette situation géographique, l'exploitation bénéficie d'un microclimat, notamment grâce à la rivière et la forêt non loin de Bruynemont. L'exploitation cultive 80% de bonnes terres et 20% de marnettes, des terres plus difficiles à travailler, qui utilisent plus les outils, etc. Et je vais passer le micro au Aurélien, si tu as envie. Donc l'assolement de l'exploitation, c'est 22 hectares de blé. Donc 7 hectares d'oliviers et l'autre ferme qui est bio, donc du coup ils peuvent directement épandre le fumier. Ensuite 8 hectares d'escourgeons, 7 hectares de pommes de terre, 70 arbres d'ail, 7 hectares 60 de betteraves, 3 hectares de pois chiches, 50 arbres d'haricots verts frais, 7 hectares 80 de maïs grain, 8 hectares de triticale, 6 hectares 30 d'avoine blanche et 87 arbres de tournesol. Ça fait une SAU totale d'environ 87,8 hectares. Donc la ferme a fait le choix pour le matériel de ne pas acheter du matériel neuf, donc, puisque le fils, Michel, il est ancien prof de mécanique, donc il veut des tracteurs assez simples à réparer. De plus, le matériel neuf, c'est trop coûteux. Et donc, pour ce qui est d'enlèvement, la ferme possède plusieurs leviers qui permettent de lutter. Donc, tout d'abord, ils font partie de 2 CUMA, ce qui permet de leur compléter leur gamme d'outils pour le désherbage. Donc, dans une CUMA, ils ont un voleur thermique et des hersétries plus performantes. Donc, la ferme, elle a 4 tracteurs, donc 3 John Deere et un Dutz avec une cabine à l'avant pour pouvoir biner. Et donc ils ont une batteuse. Et donc tout le matériel pour cultiver, donc des chômeurs, etc. De plus, la ferme elle embauche des saisonniers, donc pour peaufiner le binage manuel dans les champs, qui complète le binage mécanique. Je vais passer la parole à toi. Michel de Lille transforme et conditionne certains de ses produits, comme il vend de l'ail qu'il transforme en soupe, ou alors qu'il vend sans transformation, juste séché et fumé et tressé à la main, ou encore les pois chiches que l'on peut trouver secs ou en bocaux. Tous les produits sont vendus en petite quantité car ils n'ont pas beaucoup de stock, leur demande est très élevée, ils sont mis sous paquet pour être à l'image de la ferme et vendus entre Saint-Quentin et le nord de l'île. Je vais passer la parole à Mélie. La commercialisation se fait de différentes manières, comme les petits commerces bio ou les sites internet comme la ruche qui dit oui. Ces commerces sont livrés très rapidement, car Michel passe 50% de son temps sur les routes pour assurer les livraisons. Les petits commerces locaux leur gèrent des revenus supplémentaires, tels que 100% des lentilles, 80% des pois chiches et 50% d'ail, avec la particularité qu'elles sont IGP et bio. Ce sont les seuls en France. Je vais désormais passer la parole à Victoire. Comme projet futur, il était prévu que Michel reprenne la ferme familiale. Cette succession a déjà eu lieu. Ils vont embaucher un salarié qui est en apprentissage chez eux. Ceci leur permettra une main-d'œuvre de qualité. Il est aussi prévu de rétablir un ancien bâtiment qui était dans l'ancien temps une grange pour en faire un bâtiment de stockage pour pouvoir mettre ses productions. Je vais désormais passer la parole à Méline qui va conclure. Pour conclure, les rendements et les stocks peuvent être variables selon les années, comme les lentilles qui n'aiment pas les sols détrempés, mais un bon drainage de l'humidité. Par conséquent, une mauvaise récolte
ont des conséquences sur les revenus de l'exploitation. Pour terminer, merci de cette attention que vous nous avez apportée. Nous voulions remercier plus particulièrement M. Michel de Lille ainsi que son père M. Jean-Paul de Lille, exploitant de la ferme des Blancs Moutons, pour nous avoir accueillis et fait découvrir leur métier, ainsi que Mme Hélène Plumard, conseillère en grande culture de bio en France. Merci à tous et à toutes. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans la présentation de la ferme, au niveau du parcours, au niveau du choix des cultures? Vous l'avez montré, je pense, ils ont un assolement très diversifié, avec des cultures peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir en région. Je ne sais pas si ça vous pose question sur le choix. Ben justement, si on parle de cet assolement diversifié, ce qui serait bien, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter les rotations qu'ils pratiquent justement, et puis un petit peu peut-être des points sur les conduites des cultures, notamment sur l'ail, ça pourrait être intéressant. Alors, est-ce que, Michel, vous avez présenté un petit peu la rotation qu'il essaye de mettre en place? Alors, en fait, comme c'est beaucoup de nouvelles cultures, du coup, je réponds, mais vous complétez. Comme c'est beaucoup de nouvelles cultures qu'il met en place, sa rotation, elle n'est pas encore établie, c'est pour ça qu'il ne voulait pas forcément bien présenter. Tu avais quand même insisté sur la luzerne qui est présente dans sa rotation au départ. Donc ça, c'est quelque chose que le SAU, comportant 80 hectares de céréales avec 65 hectares de prairies. Donc 47% de ces surfaces sont en bio et elles comportent 70 vaches laitières. Donc elle est située dans le Nord-Pas-de-Calais, plus précisément à Héricourt. Donc nous avons vu lors de cette visite l'augmentation du pâturage vers l'autonomie alimentaire, ainsi que, comme je l'ai dit auparavant, l'atelier de médecine alternative ou complémentaire. Donc, au niveau des enjeux de l'élevage, c'est plutôt limiter l'impact sur le réchauffement climatique, être axé aussi sur une demande sociétale, donc la qualité des produits, consommer local et le bien-être animal. Nous avons pu remarquer aussi une flambée des coûts des matières premières et aussi le verdissement de la PAC. Donc, je vais vous parler des médecines alternatives qui sont aussi appelées médecines douces, complémentaires ou traditionnelles. C'est des médecines naturelles qui sont en opposition aux médicaments allopathiques. Donc, pourquoi pratiquer les médecines alternatives? Parce qu'ils limitent l'usage des antibiotiques. C'est bénéfique pour le plan éco-antibio, qui consiste à réduire l'utilisation des antibiotiques chez les animaux et lutter contre l'antibiorésistance. C'est un enjeu mondial pour la santé humaine et animale. Nous sommes actuellement au 2e plan éco-antibio qui a commencé en 2017. Il y a aussi le concept une seule santé, qui résume une idée pour laquelle la santé des animaux, la santé des hommes et la santé des écosystèmes sont interconnectées et interdépendantes. La santé des uns affecte la santé des autres. Ensuite, c'est des solutions moins coûteuses.
Donc, elles réduisent les coûts vétérinaires. Exemple, un tube de granules d'homéopathie, ça coûte environ 2 €. Il y a un moindre impact sur l'environnement. Elles respectent la nature, c'est un traitement naturel sans produits chimiques. Donc il y a le respect du bien-être animal et celui de l'éleveur qui doit moins pratiquer, moins manipuler de produits chimiques. Ensuite, il y a des solutions adaptées au cahier des charges AB qui n'autorisent les traitements allopathiques que sur prescription vétérinaire et dans la limite maximum de 3 traitements par vache et par an. Il y a aussi un intérêt sociétal. En effet, elles répondent aux attentes des consommateurs qui recherchent des produits plus sains et sans traitement chimique. Donc il y a plusieurs médecines alternatives, on va en présenter quelques-unes, notamment l'aromathérapie, la phytothérapie et l'homéopathie. Donc je vais vous présenter l'aromathérapie. Donc elle consiste à l'utilisation des huiles essentielles dans le but de réduire les antibiotiques. Donc ces huiles essentielles, elles sont extraites des principes actifs de la plante. C'est le produit de la distillation d'une plante aromatique, fleurs, semences ou autres. Donc la distillation est un procédé de séparation de substances mélangées sous forme liquide. Donc pour les huiles essentielles, on appelle ça l'essence des plantes. Ces huiles, elles sont très concentrées et très puissantes, même pour certaines qui sont plus puissantes que des antibiotiques. Donc cette huile, elle est diluée dans un corps gras neutre, de l'argile ou du miel. Elle est appliquée de préférence en transcutané, donc c'est-à-dire que la substance, elle peut traverser la barrière cutanée de la peau, comme sur les mamelles par exemple. Donc il faut éviter les mélanges entre les huiles essentielles. On ne peut pas utiliser les huiles sur toutes les espèces et lors de l'application, il faut cibler la zone en fonction du produit. Il faut faire attention si les huiles sont mal utilisées, elles peuvent devenir toxiques pour l'animal. La phytothérapie est une médecine traditionnelle basée sur l'utilisation des propriétés pharmacologiques naturelles des molécules contenues dans les plantes. Elle utilise différentes parties des plantes, les parties aériennes, les feuilles ou les fleurs, et les parties souterraines, les racines. Comme l'artichaut qui peut être utilisé pour les constipations grâce à ses grandes feuilles, ou le pissenlit pour drainer le foie ou stimuler le métabolisme pour éliminer les toxines grâce à ses racines. La phytothérapie utilise les différentes molécules des plantes en synergie. On appelle le totem l'ensemble des molécules actives de la plante obtenues par une méthode d'extraction spécifique, donc à partir de plantes fraîches ou séchées, grâce à des tisanes, des macérations, des décoctions, des poudres. La phytothérapie est parfois utilisée grâce à des infusions de plantes, donc en faisant bouillir plusieurs grammes de feuilles de plantes spécifiques dans environ 2 litres d'eau et donner aux bêtes malades. Mais l'utilisation classique de la phytothérapie reste par voie orale ou dans des crèmes, mais c'est le plus souvent utilisé en préventif pour la gestion du stress ou de la digestion. Pour l'homéopathie, la préparation des remèdes se fait grâce à une forte dilution. Il n'y a quasiment plus de principes actifs détectés. C'est par exemple l'eau qui va transmettre l'information à la vache. C'est aussi grâce à une dynamisation ou l'agitation des molécules dans la solution et grâce au principe de similitude, ce qui provoque un symptôme chez un individu sain peut soigner ce symptôme chez un individu malade. On l'utilise par voie orale sous forme de granules, donc à mettre dans la ration ou dans l'alimentation ou direct dans la bouche, et par pulvérisation sur les muqueuses après une dilution ou une agitation.
Donc voici quelques exemples. Donc tout d'abord, grâce à l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, on peut soigner des mammites. Donc les mammites, c'est une pathologie fréquente en élevage laitier. Donc le plus souvent, on utilise, le traitement qui est proposé, c'est un antibiotique administré par voie intramammaire. Ici, grâce à l'aromathérapie, on applique des huiles par massage sur la mamelle, environ 5 ml ou dans le creux des jarrets. Pour soigner les inflammations de la mamelle ou métrite, donc qui découlent de mélanges difficiles ou de veaux mort-nés, on peut utiliser de l'eucalyptus citronné. Et contre les staphylocoques et streptocoques, on peut utiliser de la lycée citronnée. Contre les parasites d'herbage, on peut utiliser la phytothérapie grâce à l'ail, le thym, les orties, la prêle, la menthe poivrée, ou encore l'anis contre la grande douze. Pour les difficultés de mise bas, on peut utiliser l'homéopathie en granules ou en liquide. Donc par exemple l'Onville pour éviter les non-délivrances. Donc en conclusion, il faut retenir qu'il faut se former pour pouvoir utiliser correctement les médecines alternatives. Elles sont appelées médecines douces, mais si elles sont mal utilisées, elles peuvent devenir dangereuses ou toxiques. Donc pour finir, il est parfois dur de trouver le bon remède, mais l'expérience vient en persévérant. Donc l'autonomie alimentaire par l'air, donc pourquoi cette culture? Donc chez M. Poyon, donc, il a 40 hectares de prairies permanentes et 25 en prairies temporaires. Donc les espèces sont 70% de luzerne, 20% de trèfle violet et 10% de fétu. Donc le pâturage, on le sait, c'est un aliment qui est le moins coûteux, mais il n'est pas toujours possible, par exemple en hiver, avec des terres boueuses ou lors de grosses sécheresses comme récemment. Donc nous allons comparer des rations, donc une ration herbe et maïs, avec un niveau de production, on s'est basé sur 7500 litres par vache, avec un niveau moyen de lactation de 50. Alors, au niveau de la ration basée notamment sur l'herbe, donc on a estimé une composition donc à 10 kg de matière sèche d'ensilage d'herbe et 5 kg de matière sèche de pulpe de betterave et 4 kg d'orge. Donc pour les indicateurs, donc on a des indicateurs techniques, donc on est à 28 kg de lait par jour grâce à cette composition et 90 g de PDI par kilogramme de matière sèche. Donc on peut voir au niveau des indicateurs, donc le taux de couverture des unités fourragères, elle est un peu élevée, d'où la couleur orange, donc en haut à gauche. Au milieu, on a la couverture des PDI qui est très très élevée, mais qui se rattrape au niveau de la BPR, donc la balance Balfour-Rue, qui est une balance des PDI et des PDIE. On a au niveau de la matière azotée totale qui a un bon équilibre et une bonne efficacité alimentaire. Donc pour cette ration, on a un coût estimé donc à 72 € les 1000 litres. Ça représente l'azote notamment dans la ration. C'est la protéine digestive dans l'intestin. Donc ensuite pour la ration d'hiver basée donc notamment sur le maïs, donc avec une composition de 16 kg de matière sèche d'ensilage de maïs et 4 kg de mélange soja-colza, donc à 70 et 30%. Donc au niveau des indicateurs, donc on serait à 28,6 kg de lait par jour, par vache, et 98 kg donc de PDI par kilo de matière sèche. Au niveau des indicateurs, on est un petit peu pareil que l'herbe, on est au-dessus pour l'objectif des unités fourragères.
Et au niveau de la couverture des PDI, on est également élevé. Au niveau de la balance micro-rue, donc on est pareil, on reste dans la moyenne. Et on a la matière azotée totale qui est également bonne. Mais on a estimé le coût à 90 € les 1000 litres, donc ce qui est de 20 € plus cher qu'une ration basée sur l'herbe. Donc ici, on va voir d'autres références parce que c'était assez strict, on va dire, c'était que herbe, que maïs juste avant. Donc on peut se laisser quand même une marge avec un système plus maïs, mais quand même avec des pâtures. Donc on imagine qu'il y a 15 hectares de pâture, enfin 15 arbres de pâturage par BL, 46% de maïs dans la SFP. On a des céréales et on a 59 vaches Primostein pour un système plus maïs. Et on va comparer ça à un système plus herbe avec 40 arbres par pâturage par vache laitière, 26% de maïs dans la SFP, des céréales et 64 Primostein. Donc on compare ces deux systèmes donc, dans le bilan environnemental. On peut voir que le système maïs, partout, il est plus au-dessus. Donc par exemple, le bilan apparent kilogramme d'azote par hectare en maïs va être plus élevé que l'herbe. Le potentiel de lessivage également beaucoup plus élevé que l'herbe, puisque la terre va être plus souvent à nu que si on a une prairie permanente ou de l'herbe. On va avoir beaucoup moins de lessivage avec de l'herbe. Voilà. Pour l'empreinte carbone, on est à peu près similaire, net et brut. Et pour l'autonomie protéique alimentaire, on va avoir un pourcentage plus élevé en système herbe qu'en système maïs. Donc ça, c'est pour comparer un peu les deux systèmes avec plus d'herbe, plus de maïs. Donc on peut remarquer quand même que niveau bilan environnemental, l'herbe est préférable dans ce système. Donc pour la synthèse, on peut voir qu'on a des indicateurs techniques qui sont quand même proches pour les deux systèmes. Donc en UF, en MAT, en efficacité alimentaire de ce que Julie a présenté. Par contre, on remarque quand même qu'on a un coût beaucoup plus faible pour l'ensilage d'herbe, donc moins 20 €. Ensuite, on remarque également qu'il y a d'autres intérêts pour l'herbe, comme moins d'apportation de soja, donc on limite le bilan carbone. On a un bien-être animal qui est beaucoup plus orienté parce que les vaches se déplacent, elles sont plus souvent en pâturage, donc même au niveau des consommateurs, les consommateurs vont préférer voir une vache qui se déplace dans sa pâture qu'une vache qui reste dans sa stabilisation. Et on a aussi une qualité des produits. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi c'est par rapport au traitement, comment vous avez appelé ça, le dernier traitement là, avec les billes dessus. L'homéopathie, voilà. Est-ce que vous avez des chiffres pour un peu voir l'efficacité de ce genre de traitement sur les animaux? Alors justement, pour la médecine alternative, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chiffres, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de chiffres, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de scientifique. Il n'y a pas eu encore de recherche. Donc en fait, ça se base sur les observations de ceux qui l'utilisent. Voilà. Et vous, personnellement, est-ce que vous pensez que c'est plus efficace que l'aromathérapie ou les autres types? Donc entre les médecines alternatives, personnellement, je pense qu'on peut assembler toutes les médecines alternatives en fonction de la maladie et du problème qu'on a. Donc je pense qu'ils sont à 3 complémentaires et il y a d'autres médecines alternatives, donc ils se complètent tous entre eux. Je me permets juste d'intervenir. En fait, l'aromathérapie, la phytothérapie et l'homéopathie, c'est des médecines qu'on va utiliser et
certains producteurs vont plutôt se tourner vers de l'aroma et d'autres plutôt vers de l'homéopathie. C'est des principes qui sont très différents dans l'utilisation. Et par exemple, l'homéopathie, on est sur en fait, la médecine qui est la plus diluée, et à contrario, l'aromathérapie, c'est la plus concentrée. Et donc du coup, en fait, l'objectif ne va pas être le même. C'est-à-dire que dans toutes les médecines complémentaires, on va chercher la cause et non soigner le symptôme. Et donc du coup, en fait, il y a tout un travail en amont d'observation qui est très important et qui est déterminant pour poser le bon diagnostic et donc du coup trouver vraiment le remède qui convient à la pathologie. Parce que sur deux vaches qui auront la même pathologie, elles vont réagir de façon différente. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors moi j'avais une question, c'est pour le pâturage, savoir s'il a une technique spéciale ou quelque chose comme ça. Il existe plusieurs techniques de pâturage. Donc on a le pâturage fixe, donc les vaches sortent toujours sur la même parcelle à un moment donné. On a le pâturage tournant, on change de parcelle quand soit l'herbe arrive à un différent stade au niveau de la cheville ou alors quand on voit que c'est un rat, quoi. Ou alors on a le pâturage tournant dynamique. Donc là c'est tous les jours ou même des fois matin ou soir on change de pâture, donc avec des fils mobiles et là donc l'herbe, on a une valorisation très haute de l'herbe puisqu'il n'y a pas le temps d'avoir des reflux, il n'y a pas le temps il n'y a pas de tassement, etc. J'ai répondu à votre question ou... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je voulais simplement savoir si vous aviez questionné l'exploitant sur sa sécurisation du système fourrager, parce que on a vu dans les différents exposés qu'il y avait des aléas climatiques qui posaient problème et qui devaient mettre en place des cultures innovantes, de sécheresse notamment, de plus en plus. Et comment l'exploitant, qui lui se fixe un objectif pas forcément que exclusivement, mais fortement placé sur l'herbe, comment il fait finalement pour adapter ses pratiques et sécuriser son bilan fourrager? Alors, on lui a justement posé la question parce que on a un exemple avec la ferme qui est chez moi. Nous, on n'a pas eu de stock du tout en foin, on a dû acheter du foin à l'extérieur. Donc justement, on lui a posé la question en lui disant, voilà, comment vous faites si vous êtes qu'en herbe, ça fait 3 heures qu'on arrive dans les de sécheresse, on n'a pas de stock, comment vous avez fait? Et il m'a répondu que avec un pâturage tournant et avec des stocks appropriés, il n'a pas eu du tout de problème lors des sécheresses en fait. Et il y a le séchage en grange également, donc voilà. Et juste pour compléter aussi, en fait, une prairie, c'est pas juste de l'herbe, c'est un cocktail de fleurs prairiales. Et donc, il y en a certaines qu'on peut adapter aussi suivant les conditions à laquelle elle est exposée, la prairie. Et donc, du coup, on a une plus ou moins grande valence écologique suivant le climat qu'on a. Et il y a aussi des pratiques qui vont viser à réguler le climat, c'est-à-dire déjà l'implantation d'arbres, c'est-à-dire qui vont venir protéger des intempéries ou même apporter des zones d'ombre et donc du coup limiter ce phénomène de sécheresse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup pour cette présentation.